Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance, cette assemblée publique du conseil d'administration de la STM du 6 septembre 2023. Je me présente Eric Allen Caldwell, je suis président du conseil d'administration de la STM. Tout d'abord, présentation des différents membres du conseil d'administration à distance à l'écran, mais avec nous sur l'écran, Monsieur Lemay. Bonjour, Sylvain Lemay, représentant des usagers du transport adapté. J'aurais voulu être avec vous, mais raisons de santé, je dois limiter mes fréquentations. Également, participant au comité ressources humaines, services à la clientèle, accessibilité universelle. Merci. Et maintenant, sur la table ici, à ma droite, M. Battaucci. Alex Battaucci, maire de Dollard-des-Ormeaux, et je siège sur le conseil d'administration pour la STM. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Mme Katawa. Bonsoir, Gracia Kasuki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et présidente du comité de ressources humaines du CERF d'STM. Excellent. Et à ma gauche, Mme Parent. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Laurence Parent, vice-présidente de la STM. Je suis également conseillère d'arrondissement dans le district de Delormeau sur le plateau Mont-Royal. Et à la STM, je suis sur le comité service à la clientèle, accessibilité universelle et gouvernance éthique et développement durable. Parfait. Merci, Mme Lacroix-Perron. Claudia Lacroix-Perron, bonsoir, je suis représentante des clients du transport collectif. Je participe aux travaux de 3 comités, le comité audit et finances, le comité suivi des actifs et le sous-comité financier. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Morancy. Oui, bonjour, Catherine Morancy, je suis membre indépendante au conseil d'administration et présidente du comité service à la clientèle et accessibilité universelle. Et en avant, M. Ouellette. Oui, bonsoir. Sylvain Ouellette, conseiller municipal district François Perrault dans l'arrondissement de Ré-Saint-Michel, Parc Extension, membre du comité audit et finances et président du comité suivi des actifs. Monsieur De Souza. Merci. Bonsoir, Alain De Souza, maire de Saint-Laurent. Madame Larreau. Bonsoir, Suzanne Larreau, je suis représentante désignée de la clientèle bus métro. Bonne soirée. Merci. Et pour nous accompagner, Monsieur Poirier. Bonsoir, André Poirier, directeur planification stratégique, secrétaire corporatif et responsabilité sociale. Et bien sûr, à mes côtés, Marc-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Et quelques points d'information, j'en ferai après, Marc-Claude en fera, et pour ceux qui ne sont jamais venus quant au déroulement de la séance, quelques points d'information. Après, on a 2 périodes de questions. La période de questions des gens qui sont ici, et on a une deuxième période de questions reçues par Internet. On les fait donc en séquence l'une après l'autre. On a beaucoup de questions ce soir, j'en compte 17, donc je demandais la collaboration de tout le monde, justement, pour être efficace dans les questions qui seront posées. On sera tout aussi efficace dans les réponses qui seront données, espérons. Alors, quelques points. Bon, on va, et j'ai vu qu'il y a des questions là-dessus. Il y a eu la mise en service du REM, avec une nouvelle desserte à l'île des Sœurs. C'est la refonte du réseau à l'île des Sœurs. C'est un dossier qu'on a initié il y a plusieurs années avec une consultation publique. On sait qu'il y a eu des délais dans l'ouverture du REM et qui a été mis en place en même temps que l'ouverture du REM. On reçoit beaucoup de commentaires sur cette refonte-là. Lorsqu'on s'était vu, plus tôt cette année, on avait dit qu'on serait à l'écoute, qu'on se réajusterait aux besoins et ce soir, justement, on fera part de quelques observations qui ont été faites, des commentaires qui nous ont été transmis par les citoyens, des observations qui sont faites et quelques réajustements qui sont en cours et d'autres qui sont en train d'être évalués justement pour la suite des choses. Donc, être présent, être à l'écoute, être dynamique, se réajuster, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on y va. Aussi, autre point, le début des travaux quant au prolongement du SRB P9. Le SRB, on le sait, va de Laval jusqu'à la station P9 dans sa première phase et il a toujours manqué la deuxième phase pour de la station de métro P9 à Pierre-de-Coubertin jusqu'à Notre-Dame. Et cette deuxième phase-là a été votée par l'ensemble des partenaires, la Ville de Montréal, le ministère du Transport et de la Mobilité durable. On a eu une séance de consultation publique et d'information cet été là-dessus. C'est un projet qui a élaboré, qui a eu des retards parce que c'est un projet de réaménagement complet de la rue.
c'est-à-dire on refait les infrastructures souterraines et on change les patterns de mobilité en surface. La rue Pinneuf, dans ce tronçon-là de l'île, était très peu conviviale pour les piétons. Donc, on vient agrandir les trottoirs, refaire la configuration géographique de toutes les intersections pour améliorer de beaucoup la sécurité des piétons. Ça demande un réaménagement majeur. Ça va malheureusement impliquer la coupe d'arbres matures. Au début, il devait y en avoir 144. On a réussi à baisser ça à 107, mais l'ensemble des travaux d'infrastructure souterraine qui étaient à faire, là, Égout Aqueduc aurait impacté la santé des arbres. Là où il y a une nouvelle rassurante, c'est que les 107 arbres coupés seront remplacés par 240 arbres sur la rue et, entre autres, les corridors piétons seront encadrés d'arbres de part et d'autre. C'est-à-dire avec des arbres en arrière-trottoir et des arbres entre l'allée de circulation piétonne et la voie de circulation routière. Donc, ça va amener une configuration conviviale et sécuritaire pour les piétons et ça va amener à terme un renouvellement de la canopée à hauteur de 140 % par rapport à ce qu'on a actuellement. Évidemment, il va falloir laisser le temps aux arbres de grandir pour y arriver, mais on considère qu'en plantant plus d'arbres, sur 11 ans, on va avoir récupéré la canopée initiale et sur 20 ans, on va l'avoir dépassée. Ça nous rappelle aussi l'importance de planifier la plantation et les infrastructures de fausses d'arbres sur plusieurs cycles de vie des infrastructures. Quand on plantait des arbres il y a 50 ans, on ne prévoyait pas nécessairement le repassage pour la reconstruction des infrastructures. À tant la ville qu'à la STM, on s'améliore pour que lorsqu'on aura à revenir, parce qu'il faudra fatalement revenir par des infrastructures dans 60 ans, peut-être sur la rue Pinneuf, mais là, cette fois-ci, justement, plus d'arbres vont pouvoir être préservés. Donc, il y a une évolution de nos pratiques, de notre savoir-faire qu'on met à profit dans ce projet-là pour la santé des arbres. Ceux qui connaissent Pinneuf, là, c'est des toutes petites fosses d'arbres. Là, ce sera des fosses continues où les racines vont pouvoir communiquer. Bref, on essaye de mettre en place les meilleures pratiques, justement, pour la santé des arbres. Donc, il y aura pour le sud de l'île, pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve, une véritable infrastructure de transport collectif forte avec un aménagement de la rue pour la sécurité des piétons. On en est très fiers. Autre dossier qui avance, les travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue. On se rappelle, le premier prolongement de métro sur l'île de Montréal depuis 40 ans. Mais c'est un dossier qui va de l'avant. Là, on est à l'étape des travaux préparatoires. Bref, c'est à arrimer les travaux qui vont permettre le déploiement du chantier de la ligne bleue. C'est surtout une reconfiguration des réseaux techniques urbains, donc qui est en cours pour la ligne bleue. Et finalement, très content que depuis le 28 août, l'offre de services plus planifiée a été présentée, ce qui, sur le terrain, représente une hausse de 3 %. Quant à l'offre de bus, c'est 75 lignes sur un total de 225 qui vont bénéficier de départs supplémentaires. On a vécu un cycle difficile, on ne se le cachera pas, avec la pandémie, avec une décroissance des revenus, une décroissance de l'offre. Il faut absolument reprendre l'élan qu'on avait avant la pandémie et voir justement une offre de services renouvelée et préparer la croissance de l'offre de services pour le transport collectif. Donc, on est très content de faire ça. Ça nous a mis comme conseil d'administration, comme organisation, dans une position très inconfortable parce que lorsqu'on est fait face à des défis de financement, ce qui est le plus facile de faire, c'est de dire ben, on baisse les bras et on coupe l'offre de services. On ne s'est pas rendu à cette conclusion-là. Au contraire, il y a eu un combat tout au long de l'année pour le financement du transport collectif, pour des efforts d'optimisation à l'interne qui vont nous permettre de réinvestir dans une offre de service. Donc, très fier du travail accompli là-dessus. On a d'autres points d'information. Je vais passer la parole à Mme la DG avant et par la suite, on ira avec la période des questions. Mme la DG. Bien, merci beaucoup, M. le Président. Permettez-moi d'abord de revenir sur le 6 juillet dernier, qui était un jalon important pour la STM. On a franchi le cap de 11 milliards d'entrants dans le réseau du métro depuis son ouverture en 1966. Alors, c'est quand même un chiffre impressionnant quand on y pense et il y a de quoi être fier.
Depuis le début de l'année, l'achalandage est en croissance. On se trouve autour de 77-78 d'achalandage pré-pandémie. La reprise en force des événements, des activités d'été, des loisirs ont permis d'atteindre ces seuils-là et on est vraiment en bon espoir que ça va continuer à augmenter pour la période de l'automne. Quand on se compare, des fois, on réalise qu'on n'est pas si pire que ça. Donc, quand on se compare en termes d'achalandage, selon l'American Public Transportation Association, la STM est au 3e rang de l'achalandage au Canada et aux États-Unis et 2e pour le réseau du métro. Alors, on voit que la reprise est là, nos clients sont au rendez-vous, on est au rendez-vous avec notre offre de service et on souhaite que cette croissance-là se poursuive. Retour sur la Fierté de Montréal, j'ai eu le privilège de marcher lors de l'occasion de la célébration de la Fierté de Montréal, accompagnée d'une centaine de collègues de la STM. Pour la STM, si on continue à être partenaire et à participer à cet événement-là, c'est que pour nous, la diversité, c'est vraiment une richesse pour nous et pour la société. Je remercie tous ceux qui sont venus marcher, certains avec leur famille, des employés avec leur famille qui étaient en poste pour être capables de représenter la STM lors de cette marche-là. Et durant ce week-end-là, je remercie aussi toutes les autres équipes qui étaient au rendez-vous, qui travaillaient sur le réseau. On a cumulé au plus fort de la saison estivale 5 événements majeurs durant le même week-end. On parle ici du festival Hillsonic, de l'Omnium féminin Banque nationale, des 2 concerts Metallica, un match des Alouettes et le Festival de la Fierté de Montréal. Je félicite et je remercie du fond du cœur tous les employés qui ont été au rendez-vous. Sans votre grande disponibilité, votre présence, on ne peut pas livrer des événements de cette envergure-là. Et pour moi, c'est vraiment dans ces moments-là que la STM, on la voit davantage à son meilleur et ça permet de s'assurer qu'on fait vivre le cœur des Montréalais et qu'on a une représentation à l'international au niveau de la ville. Alors, merci à tous ceux qui y étaient. Vous avez fait un travail de maître et vous avez sorti des événements en de courts laps de temps dans des stations d'événements majeurs. Alors, merci à tous pour votre présence et merci à tous ceux qui ont marché avec moi lors de la fierté de la diversité. Je tiens aussi à parler des phases. On a notre pilote des chiens dans le métro et notre pilote pour allonger les heures d'autorisation du vélo dans le réseau. Durant la période estivale, on avait levé toutes les restrictions, donc c'était permis en tout temps, autant pour les chiens dans le métro que pour les vélos. À compter du 21 août, on est revenu avec certaines restrictions en heure de pointe. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'on a une cohabitation harmonieuse, que c'est sécuritaire pour tous. Et on va, dans les prochaines semaines, le pilote n'est pas terminé, donc on continue à faire des analyses. Notre objectif, c'est de donner la plus grande flexibilité, autant pour les chiens dans le vélo, toujours en assurant le confort et la sécurité de l'ensemble de notre clientèle. Retour à quelques plages de restrictions pour la sécurité et cohabitation de tous. On continue nos analyses et on reviendra quand les pilotes seront terminés avec les orientations pour la suite. Finalement, il y a une belle initiative. La semaine dernière, le programme d'apprentissage en transport collectif développé par la STM, Mobilité inclusive, a été lancé dans une nouvelle forme régionalisée afin d'en faire un plus grand bénéfice. Les partenaires du transport collectif de la région de Montréal métropolitaine, dont la STM, ont lancé la nouvelle version du programme destinée aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, afin de les outiller pour qu'elles utilisent le réseau régulier, autant les bus, le métro, le REM que les trains de la région métropolitaine. Le programme métropolitain Mobilité inclusive a été conçu en fonction des besoins de la clientèle ayant des limitations motrices, intellectuelles, ou troubles du spectre de l'autisme, ou troubles du langage ou de la parole. Je suis extrêmement fière de dire que c'est la STM qui a lancé ce programme-là en 2019 sous forme de pilote. Et devant les résultats probants qu'on a eus, ça a permis de devenir une initiative métropolitaine. À ce jour, il y a 420 personnes qui ont pu se profiter de cette formation-là. Et on est venu à régionaliser la personne et on s'attend qu'il y a 2000 clients qui pourront circuler de façon autonome dans les réseaux réguliers, bus, métro, train, avec cette initiative-là. Ce programme permet vraiment d'offrir des déplacements aux clients ayant des limitations fonctionnelles tout en maintenant le service du transport adapté. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est de donner des options à nos clients qui ont la capacité d'utiliser les réseaux réguliers, les aider, les accompagner, les former pour les sécuriser à travers ce déplacement-là. Et j'ai eu la chance d'accompagner une personne dans son déplacement et de voir à quel point ces gens gagnent en autonomie et gagnent en temps de déplacement aussi. Alors, ce programme-là est vraiment en parallèle du transport adapté pour ceux qui le désirent et on s'attend à former 2000 personnes d'ici 2025. Je tiens vraiment à féliciter les équipes qui ont mis ça en place et on voit aujourd'hui tout le fruit de leur travail qui se multiplie, qui donne des opportunités à l'ensemble de la clientèle qui a des limitations. Alors, voilà ce qui fait le tour des nouvelles des dernières.
Merci beaucoup, Madame Léonard. Donc, on va y aller d'emblée avec la période de questions. Alors, je prends les questions dans l'ordre d'inscription à l'entrée. Alors, notre première question, et comme on est beaucoup, je vais demander, s'il vous plaît, à tous de faire un effort. Donc, une question principale, une question complémentaire. Alors, on va y aller d'entrée de jeu avec M. Gilbert Bauer. M. Bauer, bienvenue. Messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames du Conseil. Oui, j'ai une petite question concernant votre malentendu que vous avez eu récemment avec l'ARTM. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé exactement avec l'ARTM? Est-ce que c'est un lien avec les modes de paiement? Parce que là, ils contrôlent déjà la tarification des transports. Est-ce qu'ils veulent prendre le contrôle aussi maintenant des modes de paiement utilisés maintenant? Ou est-ce que vous pouvez M. Bauer, comment votre question fait référence à quoi précisément? Il semblerait-il qu'il y ait un malentendu avec la STM, avec l'ARTM et la STM. Bon, on va faire le point sur l'état de nos relations avec la RTM, sur ce qui va bien, puis là où on peut s'améliorer. Madame la DG. Bien, merci beaucoup, M. Bauer, pour votre question. Tout d'abord, je pense que ce qu'on est ressorti, des fois, c'est des squelettes du placard, je vais dire ça comme ça ce soir. Les histoires du passé, de ce qui avait pu être développé dans le passé, pour moi, je ne reviens pas en arrière, je n'étais pas là à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a certainement cette volonté-là de collaborer avec la RTM pour s'assurer qu'on va développer le plus rapidement que possible le mode de paiement par carte de crédit, par carte de débit, le paiement ouvert. Donc, on est vraiment en mode collaboration avec la RTM. Oui, on souhaite, tout comme nos clients, que ça aille plus vite. On a hâte d'offrir ce service-là à notre client et on travaille de pair avec la RTM. On met à profit nos expertises qu'on a à l'interne, tout le système billettique. Donc, si on veut le système Opus, le propriétaire et la RTM, et souvent, ils vont nous déléguer des mandats. Donc, on a un mandat délégué pour développer le paiement par carte de crédit, paiement ouvert. Et il y avait déjà une cellule qui s'était mise en place pour voir comment on pouvait accélérer les choses pour le déployer le plus rapidement que possible. Donc, on est en mode collaboration pour le bien-être de notre client, pour emmener des nouvelles technologies, se moderniser aux airs des années 2020. Oui, mais sans supprimer, question complémentaire. Mais sans supprimer la carte Opus, là, parce que j'espère que ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, là, de vouloir supprimer d'ici 2026 la carte Opus, et puis supprimer le mode de paiement en argent comptant dans les dépanneurs et tout ça. Là. J'espère que ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, là, en coulisses, là, d'ici 2026. Là. Parce que là, j'ai entendu la date 2026 qu'on veut mettre en place les paiements avec le téléphone cellulaire et tout ça, les trajets. Non. Je ne sais pas que je ne veux pas que ce soit au détriment de la carte Opus qui existe actuellement, des modes actuels. L'objectif, c'est d'avoir une complémentarité des modes pour desservir le plus de clients possible. Issus de la carte Opus aujourd'hui, je ne peux pas confirmer ou infirmer de décision à ce moment-là. Il faut qu'elle reste. Il faut qu'elle reste. Je vais passer le message. Et puis, en argent comptant dans les dépanneurs et tout ça avec notre carte, là, pour la carte. Là. On puisse renouveler notre... Il faut que la RTM soit au courant qu'on veut le maintenir, ça aussi. Là. Parfait. Merci beaucoup, M. Bauer. Est-ce que j'ai le droit à une autre? Ben là, vous avez posé deux questions. J'ai annoncé un cadre, là, alors on va s'y respecter, mais vous savez, vous pouvez revenir. Alors, ouais. Allons-y avec la prochaine question, Madame Suzanne Bélanger. Bonjour, M. Caldwell. Bonjour, bienvenue. Je viens vous parler ce soir du trajet de la 33 Sud, où est-ce qu'il y a le terminus, Émile-le-Grand, Notre-Dame. On est une petite enclave entre Aigues et Beauclair, comme vous savez. Et on a fait, moi et d'autres voisins, on a fait plusieurs plaintes concernant les autobus en transit qui viennent et qui circulent dans nos petites rues en dehors du trajet qui est déjà établi sur le site de la STM pour le trajet de la 33. On a fait plusieurs plaintes dans les dernières années. En avril dernier, il y a un chef des opérations qui m'a téléphoné suite à une de mes nombreuses plaintes. Il m'a dit que la STM l'avait comme mandaté pour nous prendre en charge cette situation-là. Il y avait énormément de plaintes d'autobus qui stationnaient, qui laissaient les moteurs rouler, qui stationnaient le long du parc, sur les coins de rue aussi, où il n'y a pas d'arrêt d'autobus, là, et où ce n'est pas du tout sur leur trajet, avec souvent les moteurs en marche aussi. Et ça représente un danger pour tous les jeunes enfants qui circulent autour du parc en vélo,
à pied, en skateboard, en trottinette. C'est rendu dangereux. Les enfants, ils ne peuvent pas voir. Quand ils viennent pour traverser la rue, il y a toujours un autobus qui est stationné quelque part à cette intersection La Fontaine et Émile-Legrand. Alors, on a François Voyer, chef des opérations, qui nous a pris en charge. Depuis que lui a pris ce dossier-là en charge, on faisait nos plaintes directement à lui. Et chaque événement signalé, chaque numéro d'autobus, avec l'heure et où est-ce qu'il est stationné à un endroit où il n'est pas supposé être stationné là. Là, il laisse son moteur tourner. Il passe par la rue Beauclair. Souvent, il y a des autobus qui arrivent, vu qu'on est comme la fin et le début de la ligne aussi. Là, ça arrive par Beauclair, qui est une rue très étroite. Ça ne rencontre même pas deux voitures. C'est une rue à deux sens. Et quand il y a une autre voiture qui arrive dans l'autre sens, il faut vraiment presque se tasser sur le bord parce que ça ne rencontre pas. Les autobus de la STM arrivent par Beauclair, ils tournent sur La Fontaine, puis ils descendent Émile-Legrand pour aller commencer pour aller au terminus Émile-Legrand et Notre-Dame pour revenir par Aigle. On comprend que c'est une situation où il y a plusieurs enjeux. Peut-être juste y aller avec la question de Mme Oui, mais j'ai déposé, on a publié une pétition en ligne qui vous est adressée, M. Cordouel. Je l'ai déposée au comptoir à l'entrée. Parfait. On demande si ce serait possible, parce que la 33, elle a un horaire de jour, un trajet de jour et un trajet de soir. Et de soir, elle ne circule pas dans l'enclave. De soir, l'autobus descend à Aigle jusqu'à Notre-Dame et s'en va au terminus à Hector-Barcelou. Puis il revient par Aigle et il refait le trajet vers le nord. Il ne circule pas le soir dans l'enclave, mais de jour, ça circule. Puis ce que notre chef des opérations a remarqué, c'est que pour 4 autobus pour lesquels on s'est plaint, il y en a 3 qui c'est des transits. Donc 3 sur 4 qui sont des transits, qui ne sont pas des autobus en service avec des passagers dedans. OK. Donc, concrètement, il a mis la question. Il a mis des affiches de la STM un peu partout pour dire les temps d'attente STM sont interdits ici. Si vous êtes trop d'avance, retournez sur le terminus. Donc, je comprends bien, il y a des enjeux, vous les avez signalés, vous êtes en contact avec quelqu'un de la STM. Là, votre question, c'est pour la suite des choses. Oui, mais comment est-ce qu'on va arriver? Est-ce que ce serait une possibilité qu'on mette l'horaire de la 33 de soir en tout temps? Parfait. Ça n'implique pas d'infrastructure de changement, peut-être enlever 2-3 arrêts. Là, mais... OK. Donc, on comprend, donc pour la suite des choses, comment est-ce que vous avez une suggestion pour régler les enjeux que vous avez identifiés? Oui, on est dans que de mettre l'horaire de le trajet de soir, l'appliquer toute la journée, ça serait on va prendre connaissance de votre pétition. On va bien entendu y répondre. Je suis content de voir qu'il y a déjà un contact institutionnel avec la STM, mais sur la façon de rester en contact avec vous, voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les solutions de ces enjeux-là. Madame la DG, est-ce que vous voulez le prendre? Ou... Merci, Madame Bélanger, pour vos commentaires. Puis moi, je remercie le chef d'opération de devoir la prise en charge, l'écoute et les moyens qu'il a mis en place. On voit que des fois, ce n'est pas toujours simple à régler, puis c'est pas... Mais on s'est vraiment écouté, c'est vraiment entendu. Donc, il a constaté sur place, il a constaté le... Donc, merci au chef d'opération. Aujourd'hui, on accueille votre pétition avec le président et nos équipes. Dans le fond, on va travailler avec nos équipes de planification et vous aurez un retour de l'équipe de planification pour les solutions envisageables ou pas, mais on vous fera un retour spécifique pour voir comment on peut aider à régler la problématique. Ici, c'est une question. Oui, on est rendu là. J'ai essayé de compiler le nombre de plaintes qui ont été formulées pour des autobus 33 en transit. Et mes chiffres ne concordaient pas avec les chiffres de mon chef des opérations. Un sentiment d'attaque. Ce que j'ai réalisé, c'est que depuis que lui a communiqué avec nous, il nous a demandé, il a communiqué avec moi et certaines autres personnes qui faisaient plusieurs plaintes aussi. Puis on fait nos plaintes directement à lui. Fait que ça ne rentre pas dans le système. Lui, il les règle une par une. Il y avait chacun des chauffeurs qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Puis il nous revient, il répond à nos courriels comme quoi que les chauffeurs ont été avisés. Quand il y en a qui ont été avisés et qui continuent quand même d'aller de circuler où ils n'ont pas le droit, bien là, il y avait d'autres chefs des opérations. Mais ils ne sont pas comptabilisés, ceux-là. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est que je devrais continuer à aller sur le site de la STM puis remplir à chaque fois mon nom, mon courriel, mon adresse, la raison. Bon, peut-être dans la réponse qu'on vous fera, on essaiera de répondre à ça si c'est une bonne idée ou pas. Là. Je ne sais pas. Là.
pas certain. C'est sûr que dans le fond, le CO a documenté la problématique. J'imagine qu'il y a déjà eu des liens avec l'équipe de planification. Michel me fait signe de la tête. Donc, Michel Tremblay, là, qui est en charge de la planification du réseau bus, qui est notre directeur. Donc, le CO a pris en charge. Donc, ils ne sont pas entrés dans le système, mais ils sont pris en charge. Parce que nous, quand on entre une plainte dans le système, on l'attribue à un chef d'opération qui va faire le suivi approprié. Fait que pour nous, après, le CO pourrait les retourner à ceci puis les rentrer dans le système. Fait qu'on verra avec notre chef d'opération pour la suite. Je pense que le plus important, c'est qu'on prenne en charge la problématique, qu'on la regarde, qu'on regarde les pistes de solutions puis qu'on puisse vous revenir. Donc, on va vraiment vous revenir via l'équipe de planif parce que c'est sûr que de changer des horaires de bus, c'est pas le chef d'opération qui fait ça. On le fait en collaboration avec l'équipe de planification. Merci de vous être déplacé. Puis je voulais souligner le travail exceptionnel de François Boyer, puis chef d'opération. C'est dûment noté. Merci beaucoup. Votre chef des opérations. Alors, Monsieur Yves Racicot. Monsieur Racicot, on vous écoute. Bonjour. Dans le même ordre que ce matin. Monsieur Racicot, vous m'avez déjà interpellé là-dessus quand on s'était croisés dans la rue. Est-ce que je me trompe? Au mois de mars. Bon, parfait. Donc, allez-y, continuez. J'ai tenté de chercher votre adresse courriel, mais je n'ai pas trouvé. Il y a du monde qui la trouve, je peux vous dire ça. Mais allez-y. Dans le même ordre que Mme Bélanger, moi j'habite sur Aigle au coin de la Fontaine, à l'autre extrémité, mais moi puis Mme Bélanger, on est vraiment au début de la rue de la Fontaine, dans le petit quartier enclavé qu'on est dans un grand quartier industriel. Moi, ça fait 25 ans que j'ai la maison, ça fait 25 ans qu'on endure les désagréments. Quand j'ai acheté la maison, j'étais bien conscient qu'il y avait un autobus devant la maison, il n'y avait pas de problème. Ce qui est arrivé au tournant 2006-2007, il y a eu des travaux au coin de Notre-Dame-Aigle. Ils ont détourné l'autobus sur la Fontaine pour supposément 2 semaines. Ça fait 2006-2007, depuis ce temps-là que c'est resté. On avait fait des plaintes à l'époque, on a dit non, c'est pour les travaux, c'est temporaire, ça ne restera pas. C'est resté. Depuis ce temps-là, les chauffeurs d'autobus, c'est ça, les stations, des fois, sont 2, 3. Ça s'est calmé dans la dernière été, là, suite aux plaintes que Mme Suzanne a faites. Mais je vous dirais de la période, quand il y a eu les autobus aux 10 minutes, là, il y a une couple d'années, et puis à partir de la grève des chauffeurs en 2017, ça l'a vraiment explosé. Là, je saute très vite les étapes, mais on se fait dire, quand on fait des plaintes, tout ça, des fois, on voit les chauffeurs dire, écoute, il fait 35 degrés aujourd'hui, tu pourrais-tu arrêter ton autobus? Ouais, mais je veux profiter de l'air climatisé. Moi, je travaille sur les chantiers de construction. Là, climatisé, là, quand je suis sur un chantier de pavage, j'en ai pas. Ils ne m'en mettent pas dans le métro non plus. L'hiver, je n'ai pas de chauffage non plus quand je suis à l'extérieur sur une toiture. Le chauffeur d'autobus, il a la chance, il est chanceux, il a le plus beau métier au monde parce qu'il change d'emplacement de travail tout le temps. Il est à l'intérieur d'un abri. Puis ils sont équipés de la tête aux pieds, ils ont des beaux manteaux d'hiver qu'ils pourraient mettre. J'aurais des vidéos, je pourrais vous montrer, on n'a pas le temps ce soir, là, mais ils disent tout le temps qu'ils sont là 5 minutes. Souvent, c'est 20, 30, 40 minutes. Ils sont en 2 transits. Ils sont en T-shirt dans l'autobus l'hiver, puis là, ils laissent marcher l'autobus parce qu'ils ont froid. Parce que nous, les autobus qui sont là aux 5 ou 10 minutes, qui nous disent qu'ils sont là pas longtemps, les chauffeurs, alors que c'est plus long que ça. Nous, on vit là. C'est 24 heures sur 24 que l'autobus fait un tapage. En avant de la maison, je ne chicanerai jamais. J'ai acheté la maison, l'autobus était là, je n'aurai jamais de problème pour ça. Sur le côté, sur la Fontaine, quand on se ramasse à 4h30 l'après-midi, qu'il y en a 3 qui grondent à côté de la maison, c'est impossible de manger à l'extérieur. Les samedis, les dimanches matin, on se fait réveiller à 5h05 par soit le moteur d'autobus qui gronde. Maintenant, il arrête le moteur cet été, ça va mieux. Il faut avouer quand ça va bien. Là. Mais là, c'est du pneumatique quand qui arrête ça. C'est les chauffeurs qui parlent au cellulaire à tue-tête, puis ils s'engueulent avec je ne sais pas qui au bout de la ligne. À 5 h du matin, là, vous venez chez moi le jour, il y a du bruit, c'est ambiant, on n'entend pas trop l'autobus. Mais à 5 h du matin, quand tu dors, c'est impossible chez nous de dormir les fenêtres ouvertes. Je voudrais juste dormir les fenêtres ouvertes un jour. L'autre question, c'est qu'on tente, moi, depuis des années, j'ai laissé tomber les plaintes depuis quelques temps, d'autres ont repris la relève. Je suis content de savoir qu'il y a des gens de planification. Moi, on connaît le quartier, on connaît les besoins des gens. Puis on a beau faire des plaintes, c'est impossible de parler plus haut qu'un chef d'opérateur. J'aimerais ça pouvoir parler avec quelqu'un de planification. Il y a le trajet de la 822 présentement qui se promène à vide, qui est payé par l'MTQ. Elle se promène complètement à vide, cet autobus-là. Puis qui est le meilleur trajet pour notre quartier, ça serait qu'au final des travaux, quand les travaux du tunnel vont être terminés, qu'on la conserve, la 822, puis qu'on abandonne le trajet de la 33 au sud du métro L'Angelier, au sud de Sherbrooke. Parce que les gens du quartier, ils veulent aller à L'Angelier, ils veulent aller à Place Versailles. La 822, c'est ce qu'elle nous donne.
mais elle n'arrête pas devant, elle arrête au stop, mais elle n'embarque pas les gens. Vos 2 points sont assez clairs, donc sur les nuisances générées justement par les autobus en transit et sur une planification où vous voyez des opportunités pour une meilleure offre de service. Donc, vos 2 points étaient clairement énoncés. Je pense qu'on va rester en contact avec vous, là, mais est-ce qu'on peut donner déjà des éléments de réponse? Bien, merci, M. Rasco. Puis on est désolé des dérangements. Un bus, c'est vrai que ça fait du bruit, mais il faut quand même, de notre côté, limiter puis respecter les procédures. Les bus ne sont pas supposés rester en fonction. Donc, ça, il y a des suivis qui sont faits. Donc, j'invite à continuer à faire les plaintes parce que nous, ça permet de garder une trace puis faire la gestion appropriée. Je pense qu'il faut le regarder plus large que ça. Et on va s'assurer, Michel réfléchissait déjà aux propositions que vous étiez en train de faire. On voyait déjà le cerveau en activité de Michel, qui était vraiment le directeur de l'équipe de planif. Fait qu'on va s'assurer que vous parlez à quelqu'un de la planification. Après, c'est sûr que des fois, il y a plusieurs considérants à regarder, mais quand vous avez des solutions, nous, on est toujours intéressés. On est toujours intéressés de les entendre, puis après de voir, puis au moins de vous expliquer. Si on le fait, tant mieux. Puis si on ne le fait pas, bien, on est capable de l'expliquer. Fait qu'il y a quelqu'un de la planification. Puis pour les incidents des bus qui roulent, bien ça, c'est pas ça les procédures. Donc, on vous invite à continuer à faire les plaintes, même si ce n'est pas agréable, pour qu'on puisse adresser à nos employés. Merci. Je souhaite ne pas avoir à revenir. Puis si jamais un jour j'ai à revenir, bien, moi, j'ai calculé vite fait cet après-midi qu'il se gaspille 13 millions de dollars en diesel brûlé juste sur le idle présentement. J'ai calculé vite fait, 10 litres gaspillé de diesel par autobus par jour, fois 2000 autobus, que je pense que l'STM a, fois 365 jours, ça donne 13,6 millions de dollars qui se brûlent en diesel que vous pourriez économiser pour donner d'autres services. Fait que, on pourra en parler éventuellement. Pour prendre Rick. C'est bien noté. Et je crois comprendre, vous êtes peut-être même aussi, on pourrait peut-être vous rallier dans notre stratégie d'électrification de notre flotte, qui est en cours. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Rasco. Merci, bonsoir. On va y aller avec M. Daniel Manceau. M. Manceau, bienvenue. Bonjour. Bonsoir. D'abord, je suis le président de l'Association de propriétaires résidents de l'île des Sœurs. Donc, d'abord, des remerciements pour les ajustements qui ont été apportés au cours des dernières semaines au trajet et remettre la station McGill comme le terminus de la 168. Également, de répondre à nos nombreuses lettres qu'on vous a transmises au cours des dernières semaines, en tout cas vos employés. Vous avez dit tantôt en entrée de jeu qu'il y avait eu beaucoup de commentaires sur la refonte à l'île des Sœurs. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ces commentaires-là et aussi nous dire c'est quoi l'impact de la refonte sur l'achalandage actuellement à l'île des Sœurs? Oui. On est prêt à répondre à ça. Madame la DG. Bien, merci, M. Manceau. Là, effectivement, c'est un dossier qu'on suit de près. C'est notre première réforme qu'on le voulait à la satisfaction d'une grande majorité. On comprend qu'il y a des enjeux. L'île des Sœurs, c'est une île en partant et ça fait plus de 50 ans que les gens se déplacent en voie directe vers le centre-ville. Donc, il y a quand même du changement dans la réforme du réseau qu'on a fait. Ça plaît à certains, ça déplaît à certains. Je remercie, vous l'avez souligné, mais je remercie les équipes de planification qui ont été agiles. Il y a des terminus qui ont été déplacés. On a ramené un terminus dans la boucle d'autobus pour donner de la latitude. Et on est en train, en fonction des commentaires les plus fréquents, c'est clair qu'actuellement, dans le fond, il y a un changement d'habitude d'aller prendre le REM, à faire un transfert. On ne se rend pas à McGill et il n'y a pas tant de trafic pour la 168 non plus. Donc, le temps de parcours qui devrait être en gain, je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de le constater comme client. Alors, les plaintes qui ressortent beaucoup, c'est la fréquence de la 168, c'est le fait qu'elle ne roule pas après 21 heures, le fait qu'elle n'est pas là le week-end et le fait qu'elle ne se rabattait pas là, jusqu'à McGill. Alors, on a mis des pistes court terme qui sont déjà en place, mais déjà, des fois, pas toujours visibles dans nos outils de communication. Et les équipes travaillent sur les 3 éléments que je vous ai donnés qui ressortent le plus dans les plaintes pour revenir avec des solutions dans l'horizon possible. Il faut comprendre que là, c'est encore très, très jeune, la refonte. On n'a pas beaucoup de données. Donc, les données, là, je pourrais vous en donner, mais ce n'est pas significatif. On a une semaine ou deux là, en arrière de la cravate depuis la rentrée scolaire, puis le retour des travailleurs après les vacances. Donc, on suit ça de près, mais c'est sûr qu'il y a des lignes qui sont, le 172, 176 sont moins utilisées, mais il faut le suivre sur plusieurs mois. Souvent,
en planification de réseau, ce qu'on fait, c'est qu'on attend au moins d'avoir un cycle de 4 à 6 mois avant de réajuster des horaires pour voir si les clients changent d'habitude, comment ça se passe sur l'achalandage sur plusieurs semaines. Dans ce cas-ci, dans la refonte, face à ce qu'on constatait, il y a eu déjà des changements. Il y a des changements qui s'en viennent, puis on va rester à l'écoute pour la suite pour faire les améliorations pour répondre au maximum de besoins sans être capable de satisfaire tout le monde. Donc, merci de féliciter pour les changements. Vous comprendrez qu'il y en aura d'autres. Deuxième question, bien justement, je vais parler du trajet de la 168. Donc, vous le savez, c'est le trajet qui était le plus achalandé auparavant. Il demeure actuellement très achalandé, c'est-à-dire qu'on sait que la fréquence est aux 30 minutes, mais à chaque fois, à chaque 30 minutes, on a souvent 60 personnes dans l'autobus. Les gens aussi se plaignent, vous l'avez dit, là, je fais juste vous répéter ce que vous avez dit. Les gens se plaignent qu'il n'y ait plus de 168 pendant le week-end. Donc, il n'y a plus d'accès à la rue Wellington, il n'y a plus d'accès au Vieux-Montréal, il n'y a pas d'accès non plus à la ligne verte là, du côté est. Et aussi, les travailleurs se plaignent de ne plus avoir la 168 après 9 heures pendant la semaine. Donc, vous avez dit que vous êtes encore en train de regarder, d'observer ce qui se passe. Nous aussi, on observe ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez en tête des changements? Parce que on a entendu hier, on était au conseil d'arrondissement de Verdun. Les gens nous disent que vous leur avez dit que vous avez en tête des changements à court, à moyen et à long terme. Donc, est-ce qu'on peut connaître un peu vos perspectives par rapport surtout à la 168? Parce que pour les autres lignes, on n'entend pas tant de critiques. Les critiques sont vraiment par rapport à la 168. Et tout à fait. J'ai parlé, il y a déjà eu des ajustements de fait. Moyen terme, c'est de dire dans les 6 à 8 prochaines semaines ou 12 semaines, comment on peut réajouter la 168 dans ce qui est faisable opérationnellement en fonction de tous les critères qu'il faut regarder. Et oui, on a un objectif de venir bonifier la fréquence, de regarder pour donner du surservice les week-ends et le soir, mais le tout en regardant là, en fonction de la réalité. C'est sûr qu'actuellement, le fait qu'on ne va pas à Griffintown, le fait qu'on ne va pas à McGill, ça change aussi la donne dans l'utilisation du REM. Donc, il faut peut-être se réajuster temporairement, puis à plus long terme, on fera les analyses de l'ensemble des données pour avoir les réseaux le plus efficaces que possible. Donc, j'ai bien entendu qu'on est dans une perspective de 2 mois, puis on pourrait revoir. Peut-être 3. Parfait. La conclusion de ça, c'est qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler, qu'on reste dynamique, qu'on s'ajuste, et puis qu'on garde, puisque vous l'avez mentionné, l'objectif de cette refonte du réseau avec l'arrivée du REM, c'est d'augmenter l'achalandage du transport collectif. Ça reste l'objectif, c'est vers là qu'on va aller, puis c'est ce qu'on veut atteindre. Oui, et nous, on a bien hâte de voir aussi vos chiffres sur l'achalandage, voir si le fait d'avoir le REM et la refonte, si ça a augmenté l'achalandage. Soyons agiles, puis faisons de ça un succès collectif. Merci beaucoup. J'ai prochaine intervention, Madame Nicole Trudeau. Bonsoir, Madame Trudeau, on vous écoute. Monsieur, merci de nous écouter. Je suis une résidente de l'île des Sœurs, moi aussi, et membre de la PRIDS, du secteur plus particulièrement de Berlioz. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'île ou qui ne sont jamais venus, le seul endroit où on peut faire ses courses au quotidien à l'île des Sœurs, c'est la place du commerce. Alors, je veux ajouter à vos réflexions sur la 168 et la 172, à savoir, est-ce qu'on peut penser avoir un trajet qui s'arrête là, particulièrement parce que c'est très utile pour les résidents. Alors, beaucoup de résidents se plaignent de ça. Ils ne peuvent plus communiquer facilement, aller surtout, on pense à l'hiver qui vient, là. Puis, il y a beaucoup aussi de personnes plus âgées à l'île. Alors, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Alors, je vous remercie de nous écouter et j'espère que vous allez mettre ça dans vos réflexions lors des prochains remaniements de ces lignes-là. Parfait, mais merci, c'était clairement exprimé. Donc, oui, c'est une considération qui sera prise en compte, bien sûr. Merci beaucoup, Mme Trudeau. On est rendu à Mme Geneviève Gay. Bonsoir. Merci aussi pour toutes vos réponses, toute l'attention que vous portez
aux lettres que vous recevez de nous, mais aussi des citoyens. Je pense que vous en avez reçu beaucoup. Monsieur Mansour vous a parlé de la 168, qui est effectivement la ligne la plus contestée. Mais moi, je me souviens vous parler de la ligne 12 aussi, parce que j'ai cru remarquer, puis mes collègues aussi, parce qu'on a fait pas mal de promenades en autobus ces derniers temps, à toutes sortes d'heures, que l'achalandage a vraiment augmenté sur la 12. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais nous, on a l'impression que ça se constatait déjà avant la rentrée scolaire. Parce que les gens qui utilisaient autrefois la 178, la 21, je ne sais pas pourquoi, se retrouvent là-dedans. Et on a l'impression que c'est tellement intéressant que ça pourrait justifier une augmentation de fréquence aux heures de pointe. C'est actuellement 22 minutes aux heures de pointe, ce qui n'est pas énorme. Ça pourrait peut-être vous apporter des solutions parce qu'il y a peut-être des gens qui partent du centre-ville. Si le bus était plus fréquent, par exemple en après-midi, si la 12 était plus fréquente, les gens pourraient peut-être décider de faire le détour par le métro de l'église, prendre la 12 pour aller à la place du commerce. Ça pourrait peut-être vous offrir une solution temporaire pour la place du commerce qui est un enjeu. Alors ça, c'est donc la fréquence de la 12. Je voudrais vous parler du soir aussi pour la 12. J'avais demandé, puis vous avez accepté, puis ça a été, j'étais vraiment très contente de ça. Nous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé la 12 de minuit la fin de semaine. Alors, merci de nous l'avoir donné. J'ai cru comprendre par des témoignages de jeunes, j'avoue que ça, je ne suis pas allée la prendre, mais qu'elle a été quelquefois assez achalandée, cette 12 de minuit. Moi, mon pari, c'était, il n'y a personne dans la 12 de 23 heures parce qu'on a toujours peur de la rater quand on va voir un spectacle en ville. Mais si on sait qu'il y en a une à 11h30 puis à minuit, ben, on va avoir moins peur, puis on ne prendra pas l'auto, puis on va être sûr d'avoir un bus pour rentrer à la maison. Et j'ai l'impression que ça a fonctionné. Je vois M. Tremblay qui a l'air de dire oui, je suis ravie. Je pense que vous pourriez faire le même pari la semaine. Ça fonctionnerait aussi. Ce que je veux dire aussi sur la 12 de soirée, c'est que peut-être même qu'on pourrait songer à offrir le même service aux gens du secteur du Golfe, d'avoir un bus. Je pourrais même penser à ça, un bus jusqu'à la fin du parcours du REM, ça serait encore mieux. Voilà, puis peut-être un troisième petit point, c'est une suggestion rapide. Il y a des gens qui font la correspondance, qui essayent de faire la correspondance entre la 168 et la 12 quand ils arrivent au REM. Et j'ai vu ce matin, les deux autobus étaient en même temps à l'arrêt près du REM. Puis là, les gens descendaient de la 168, la 12 est partie, puis là, il y a une dame qui courait, elle l'a raté de 5 secondes. Quand ils arrivent en même temps, puis ils sont aux demi-heures dans les deux cas, quand ils arrivent en même temps, ils pourraient peut-être s'attendre un peu, peut-être choisir au REM. Je ne sais pas si ça peut se donner, ça, comme instruction aux chauffeurs, de dire, il y a des gens qui aimeraient ça faire la correspondance. Si vous voyez que ça donne que vous arrivez en même temps, ça vaut peut-être la peine d'attendre que l'autre bus ait vidé son monde. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est possible? Madame Gay, donc il y a 3 commentaires avec des questions très précises. C'est ça, je ne sais pas si on a toutes les réponses ce soir. Si on en a quelques-unes, on peut commencer, mais sinon, on va rester en contact. Est-ce qu'on veut y aller d'une... Merci, Mme Gay, pour vos commentaires, vos questions, puis vos suggestions. J'ai vu Michel prendre des notes, hocher de la tête, fait que je pense qu'on va vous revenir. Là, dans le fond, tout ça est en analyse présentement. On est en train de regarder comment on rend le tout optimal. Puis effectivement, c'est ce qu'on veut générer. J'aime beaucoup l'exemple de dire, si j'ai un autobus à 23h30, peut-être que je prends le bus au lieu de prendre la voiture. C'est ça qu'on veut générer comme comportement. Donc, on est à l'écoute. Après, c'est de le faire dans les moyens qu'on a. Mais Michel a pris des notes et on sera en mesure de vous revenir. Puis, merci de faire le test, de prendre les autobus. Ça en a des commentaires plus pertinents. Ça améliore nos échanges aussi. Et puis, mais c'est cet impact terrain-là qu'on veut entendre. Donc, merci de prendre du temps justement pour faire cet exercice-là. Et on vous amènera les réponses appropriées. Merci. Monsieur Kevin Hirsch. George, bienvenue. On vous écoute. Merci. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Kevin Hirsch, de l'Association des propriétaires résidents de l'Île-des-Sœurs, je suis le vice-président. Ma question est un peu plus dans le technique. Les applications partenaires, Chrono,
en lien avec la refonte, particulièrement les lignes 172, 176. Il semble avoir un manque de synchronisation. Ça s'est amélioré, on apprécie, depuis le début, là, il y a eu quelques ratés, je pense, dans les premiers jours. Mais on voit que souvent, ça nous dit que le prochain départ est dans 15 minutes. L'autobus est encore là, donc on ralentit le pas. Mais dans le fond, si on avait accéléré, on pourrait prendre cet autobus-là. Donc, c'était la question. Et est-ce que vous continuez à travailler? Merci pour votre question. C'est de plus en plus de clients, justement, ont comme première information ces applications-là. Donc, un travail qui est fait, justement, pour améliorer les pratiques. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Puis comment est-ce qu'on va continuer à s'améliorer, Madame la DG? Oui, merci, M. Rich. Je pense qu'au début, c'est sûr qu'il y avait des enjeux de programmation. On s'améliore de semaine en semaine là-dedans. C'est sûr que présentement, il y a des arrêts qu'on est venu ajouter qui ne sont pas encore disponibles. Mais avec les équipes, on va faire un tour de roue, s'assurer que l'information est le plus à jour, le plus rapidement que possible. C'est plus la synchronisation en temps réel. Et puis, ma sous-question, plus ou moins, c'est la signalétique en sortant de la station du REM. Et, merci pour la réponse. On a reçu une réponse cet après-midi que vous travaillez avec. Vous parlez de la station Île-des-Sœurs? Île-des-Sœurs, oui. Oui. Vu la desserte des deux côtés, à vos souhaits, sur René, tant sur René Lévesque au débarcadère, des panneaux qui indiqueraient les prochains départs. Parce que quand on sort, on ne voit ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce qu'on va, surtout avec les applications qui ne sont pas synchronisées, est-ce qu'on va dans le débarcadère pour prendre 172, 176? Est-ce qu'on va à René Lévesque prendre la 12 ou la 168, qui sont évidemment moins fréquentes? Si on savait que celle qui s'en vient est là dans 2 minutes, on se dirigerait. Tout à fait. Dans ce que j'ai lu, alors on va reprendre en délibéré votre question, mais il doit y avoir un panneau d'affichage des bus pour vous dire les prochains passages d'autobus. On va faire un tour de roue sur celle-là aussi, puis on va vous revenir plus spécifiquement sur cette question-là. Merci beaucoup. Prochaine question, Madame Janine Petitbois. Bienvenue. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je venais il y a quelques années, les années 90, je crois. Je reviens. Merci de votre fidélité. Mais je vois qu'il y a des changements. Enfin, je crois que c'est pour le mieux, d'après ce que j'entends toujours. Moi, c'est que j'ai été évincée de Montréal. Je ne suis plus sur l'île. J'y étais depuis 20 ans. Et je suis à l'extérieur de Montréal, donc j'ai beaucoup d'activités à Montréal. Je reviens presque tous les jours de la semaine. J'ai dû me déplacer dimanche passé pour aller à Sainte-Anne-de-Bellevue, où j'allais régulièrement avec le métro Lionel Groulx. C'était très accessible. Un autobus, la 211, ça fonctionnait très bien. Là, en étant à l'extérieur de Montréal, j'ai essayé de planifier, pas de venir par Angrignon, prendre mes autobus. Je suis de l'autre côté du pont Mercier maintenant. Prendre des grands autobus exo pour venir Angrignon et Lionel Groulx pour reprendre mes autobus que je connais par cœur. J'ai vu qu'elle s'arrêtait toujours au terminus d'Orval. Donc, j'ai pensé, j'avais remarqué qu'il y a un terminus à Newman-Lafleur d'autobus STM pour aller prendre ma 211 pour aller à Sainte-Anne-de-Bellevue au métro d'Orval. Mais il n'y a aucun autobus la fin de semaine. Il y avait la 495 qui est une express, mais il n'y a pas la possibilité. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas exigeant, parce qu'il doit sûrement y avoir du monde qui part de la Chine ou la Salle pour aller prendre des avions à Dorval quand même. Alors, je me demandais pourquoi il n'y a pas d'autobus. Alors, c'est votre question sur cette offre de service-là. Si on n'a pas les réponses ce soir, assurez-vous qu'il y aura un suivi. Mais... Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Mme Petitbois. On prend bien note de votre question. On va vous revenir. C'est très, très précis comme question. Je ne sais pas si Michel a l'information ou on revient ultérieurement. Bonsoir, madame. Je vais vous répondre très précisément à votre question. Par contre, peut-être dire qu'on est justement en train de faire la réforme du réseau de la Salle, la Chine, Vinto d'Orval, ces secteurs-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération. Oui, parce que j'ai comprendre le besoin. Évidemment, il faut voir jusqu'à le niveau de besoin global de la population.
Puis on va regarder s'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Parfait, merci. Aviez-vous une question complémentaire? Ben oui, concernant, j'ai entendu parler de chrono. Quand j'ai vu que le REM était nouvellement existant, j'ai acquis ce fameux chrono et Movit aussi. Et par le fait que je me déplaçais, j'ai essayé par tous les moyens de vouloir planifier des trajets pour ne pas faire avoir des pertes de temps comme je me suis occasionnée. J'avais auparavant l'utilisation de votre site STM on planifiait un coin de rue, on allait de tel endroit, de telle rue à telle rue. Là, ce n'est plus possible de toucher à STM. Le chrono Movit, il n'y a rien qui fonctionne. STM, il faut qu'on donne un numéro d'autobus ou je ne comprends pas pourquoi ce n'est plus le même fonctionnement qu'auparavant, alors qu'on donnait je pars de tel coin de rue et je vais à tel coin de rue. Ça, je ne comprends pas. Donc, sur l'évolution de nos planificateurs de trajet, les d'autres de nos partenaires, comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment est-ce qu'on peut vous donner un bon service? C'est une excellente question. On va vérifier. Je n'ai pas mémoire qu'on a changé le site, notre application de la STM pour les trajets. Donc, on va faire des vérifications, puis quelqu'un va vous rappeler pour vous donner les détails. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup. Petit détail, il y a beaucoup de 747 que je voyais, puisque j'étais à Griffintown auparavant, rouler à vide et j'en vois encore qui roulent beaucoup à vide. Si on a des besoins de transport et j'entends les fameux N-Transit que l'on voit beaucoup circuler, beaucoup de diesel qui est gaspillé. Merci. Merci. On va y aller avec la prochaine question qui est Cora George ou Georgie, je ne sais pas, désolé si je le prononce mal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mesdames, messieurs, et pas mal bonne prononciation. Merci. Alors, oui, si vous voulez savoir, c'est Georg. OK, merci. Donc, j'ai quelques points. Premièrement, j'aimerais juste vous mettre un petit peu. Je suis une citoyenne une résidente de l'île des Sœurs. J'aimerais juste vous mettre un petit peu en arrière d'un an avant que le REM commence. Je suis une pro-REM, par contre, donc pro-rentabilité, pro-environnement. Mais avec la venue de REM, ma vie, si je n'avais pas changé de boulot, ma vie serait un total enfer. Parce que je travaillais à l'Hôtel d'État Montréal, qui est juste sur l'avenue Président Kennedy. Donc, à chaque soir, je finissais à 11h30. Je prenais le bus à 11h39, le 168, et j'arrivais à la maison dans 20-25 minutes. Maintenant, je constate donc plus de 168 après 9 heures. Le week-end, plus rien. Le REM, je viens de regarder maintenant la 176 parce que j'étais convaincue que la 176 finissait au moins à 1h du matin, comme la 168 allait jusqu'à 1h10, quelque chose comme ça. Et imaginez-vous, le dernier 176, d'après votre site STM, parce que je n'ai pas le app Transit, j'utilise votre site. À quelle heure pensez-vous que la 176 circule? Le dernier. Allez-y. 23h59. 23h59. Donc, la 12, je n'aurais pas pu le prendre. OK. La 108 non plus. Donc, imaginez que j'aille rester au même endroit de boulot en ce moment. Donc, je devrais prendre le REM à tous les soirs. Descendant du REM, j'habite à 20 minutes en marchant. Une journée d'été, de temps en temps, c'est super. Je fais mes pas à 10 000, etc., etc. Mais à moins 20, à tous les soirs que je fasse les 20 minutes, OK. Heureusement, je n'ai pas d'enfant. Deuxième point. Si on pense à rentabilité, que vous voulez que le REM aille des sous, qu'on accumule, à ce moment-là, j'aimerais que vous venez sur l'île des Sœurs et que vous remarquiez que quels sont les premiers bus qui passent? 168 et la 12. Ensuite, la 116. La majorité du temps, c'est vide. Parce que si vous voulez aller, je ne sais pas moi, au métro ou au centre-ville, okay, ou que vous voulez prendre le REM, est-ce que vous voulez me dire que vous allez... Donc, si votre but, c'est d'aller au REM,
Est-ce que vous allez attendre que le 12, la santé passe, une après l'autre en passant? OK? Et ensuite, attendre le 3e bus qui vous amène au REM. Mais je suis désolée, si on pense rentabilité, la 12 et la 108 nous amènent au REM. Alors, est-ce que vous allez attendre pour la 176 pour qu'il vous amène au même point? Logiquement parlant, si encore une fois on pense à rentabilité, on devrait mettre la 176 premièrement et ensuite les 2 autres bus. Madame Guerguet, oui. Vous nous exposez une situation avec plusieurs enjeux. Je vous en remercie. Est-ce que vous voulez articuler une question précise ou oui, qu'on réponde à votre commentaire? Je vous écoute là-dessus. On fait ranger tout ce que j'ai à dire. Quelles mesures vous pensez peut-être améliorer, je dirais, d'ici 3-4 mois? Quand même, c'est un délai assez raisonnable, je pense, pour faire... C'est une question précise, on va répondre. Ceci dit, je veux quand même ramener un élément de mise en contexte. Quand on dit notre objectif, c'est d'améliorer la rentabilité du REM, notre objectif, c'est faire en sorte que lorsqu'on a un territoire où avant on n'avait qu'une offre d'autobus, et là on a une offre d'autobus et une offre complémentaire de REM, qu'il y a une meilleure complémentarité entre les deux pour augmenter l'achalandage. Je répète que la volonté, c'est d'augmenter l'attractivité du transport en commun, puis d'offrir un meilleur service. Donc, je voulais juste remettre en contexte, nous, notre but, c'est pas d'augmenter la rentabilité du REM, on n'est pas propriétaire du REM d'ailleurs, mais donc, je voulais juste ramener cet élément de contexte-là pour être certain qu'il n'y ait pas de malentendu à cet effet-là. Sur comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on t'ajuste, comme je l'ai dit, je vais laisser ADG répondre, puis je vous laisserai revenir en question complémentaire. Bien sûr. Et en fait, pour moi, merci Mme Gorguet pour les commentaires. On comprend que ce n'est pas toujours simple, un ajustement de réseau. Il y a une habitude à changer, qui change des fois notre mode de vie. Comme M. le Président disait, nous, l'objectif, c'est d'avoir une offre de services complémentaire pour offrir le plus de services possible en transport collectif. Alors, on a noté les commentaires et, dans le fond, l'équipe sont en train de regarder comment on va se réajuster pour la suite. Oui. Ma question précise vraiment, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter le bus pour que les gens puissent circuler sans perdre du temps, surtout s'ils ont des enfants. Donc, encore une fois, le dernier 176 part à 23h59. Après ça, il n'y a aucun bus pour amener les gens à la maison. Donc, on n'a pas de 168, on n'a pas de 12. Donc, tout le monde doit marcher à pied. Au moins, donc, si ils habitent, disons qu'ils habitent à la fin de Pointe-Sud, ben, ça sera un trajet à pied de 30 minutes à tous les jours. Donc, c'est votre question est claire. Je ne crois pas qu'on aura une réponse précise aujourd'hui, mais on comprend que c'est clair, puis on va y donner suite. Comme on l'a dit précédemment aux autres questions, on est en train d'analyser la situation, regarder des solutions, faire des choix. Et puis, on vous reviendra. Et si je peux me permettre une toute petite Très question. rapidement, parce que... Est-ce que vous songez à ne plus avoir quand il y aura la station McGill-REM, est-ce que vous songez par hasard d'enlever complètement la 168? Je crois non, c'est pas dans la planification qu'on a établie, qu'on a présentée aux citoyens. Non. OK. La réponse est que je l'espère. Merci. Merci. Alors, on va y aller avec la prochaine question. Monsieur Louis Couillard. Monsieur Couillard, bienvenue. Bonjour. Louis Couillard, responsable de la mobilisation chez Greenpeace Canada. Merci de nous laisser poser une question aujourd'hui. Donc, je vais commencer par dire que je suis pour un financement accru des transports collectifs et les transports en commun sont essentiels pour contrer la crise climatique. En ce sens, nous considérons que la STM est un grand allié. Donc, merci encore. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler du fait que la STM permet aux entreprises d'énergie fossile, notamment l'Alliance Nouvelle Voie, de faire de la publicité pour leur plan d'action climatique, trompeur et inefficace, qui va à l'encontre des objectifs de durabilité de la STM et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je pense que le public mérite une publicité qui est cohérente, transparente, honnête, en particulier en ce qui concerne l'action climatique, étant donné les impacts que la crise climatique a sur notre santé, notre bien-être, des impacts qu'on constate déjà ici à Montréal, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, aujourd'hui même, Greenpeace Canada est
d'autres organisations vous ont fait parvenir une lettre qui dénonce l'affichage des publicités de l'Alliance Nouvelle Voie et de la publicité fossile plus largement. Dès lors, ma question est la suivante. Est-ce que la STM est prête à s'engager publiquement à ne plus diffuser ce type de publicité trompeuse dans les transports publics, ainsi qu'une interdiction totale de la publicité pour les industries, produits et services liés au combustible fossile, ainsi que la publicité sur les véhicules à moteur à combustion interne? Merci beaucoup, M. Couillard. Merci de votre question. On m'a avisé que vous m'avez envoyé une lettre. Je n'ai pas pu la lire. Je présidais une séance de travail du CA aujourd'hui. Soyez assurés qu'il y aura une réponse. Bon. Je vais être transparent. Je vais faire le point sur la situation avec vous. Il y a plusieurs années, des pionniers à la STM ont créé une filiale commerciale qui s'appelle Transgesco, dont le but avoué est de générer des revenus pour financer le transport collectif. Transgesco a un certain succès. D'ailleurs, d'autres sociétés de transport sont aussi en train de se doter de telles filiales commerciales, justement, parce qu'on court tous pour plus de revenus pour le transport collectif, pour l'atteinte de notre mission première, c'est-à-dire offrir une offre de transport en mobilité durable puis une offre performante. Vous l'avez vu avec les questions aujourd'hui, toutes les opportunités de bonification de services, avec un meilleur financement, on pourrait faire des bonifications de services. Donc, à l'époque, il y a un cadre qui a été fixé qui encadrait justement la publicité dans le métro qui se colle aux normes canadiennes de la publicité. Ce n'est pas un cadre spécifique que la STM a établi, mais c'est un cadre qui a été fait en fonction de cadres déjà existants et c'est, je crois, le nommer correctement en disant que c'est les normes canadiennes sur la publicité. Ça se peut que je me trompe d'un mot ou deux, mais vous comprenez que c'est des normes déjà préexistantes. Donc, on a vécu quand même un cycle long avec ces normes-là. Il y a eu une évolution du débat public. Il y a une évolution, je crois, du rôle de la STM dans la société, parce que vous avez raison de dire que non, on est seulement un allié, si vous me permettez, on est une bonne partie de la solution, là, dans notre capacité justement à décarboner l'industrie du transport, à réduire les gaz à effet de serre. Il y a un effet monstre d'une plus grande utilisation modale du transport collectif. C'est prouvé, c'est documenté. C'est un rôle qu'on veut jouer. Puis c'est un rôle où on veut être à l'avant-plan de tout l'écosystème de la mobilité durable pour justement faire progresser la place et la pertinence du transport collectif de la mobilité durable dans notre société. Oui, donc, là-dessus, ce que je vous dis, c'est que face à cette situation-là, il y a eu un affichage, effectivement, dans nos abribus, dans une de nos ententes cadres avec Québécois. Cet affichage est maintenant terminé. Je sais qu'il y a des affiches qui sont restées un peu plus longtemps, mais cet affichage est terminé. Comme conseil d'administration, on a pris la décision justement de réviser le cadre. Parce que, comme vous, on se questionne à savoir, voulant assumer un rôle à l'avant-plan justement de la mobilité durable, est-ce que ce cadre-là préétabli est compatible avec nos orientations? Et on a décidé de revoir le cadre. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que cet affichage-là a suscité un débat chez nous, a suscité des analyses. Une chose qui est certaine, c'est qu'un affichage pour les publicités, pour justement les énergies fossiles, moi, ce que je peux vous dire, à titre personnel, c'est que ça va à l'encontre de mes valeurs et des ambitions que j'ai pour la société de transport. Donc, une révision du cadre. Merci de m'avoir interpellé. Merci de m'avoir écrit. On va continuer le dialogue avec vous pour voir justement comment est-ce qu'on peut avoir un cadre qui permet de générer des revenus et question de faire progresser le transport collectif, qui nous permet encore plus d'avoir une place dans l'espace public pour faire la promotion des transports collectifs et la mobilité durable. Je reçois très favorablement votre interpellation. C'est une question qui doit se poser pour laquelle j'ai hâte de vous donner des réponses, mais clairement, ça ne sera pas comme avant. En fait, puis juste comme sous-question, je pourrais être bien certain d'avoir saisi vos propos. Là, donc, il y en a en ce moment des discussions qui sont en cours pour mettre en place des critères publicitaires plus stricts afin de garantir que le message diffusé dans les installations de la STM ne va pas contredire les actions positives que la STM entreprend pour réduire notre empreinte carbone. Les discussions sont en cours, c'est ça que vous me dites?
il y a un cadre qui est en train, on a donné un mandat à nos équipes, on travaille avec nos équipes, question de revoir le cadre pour justement que un nouveau cadre, d'étudier un nouveau cadre qui nous permettrait justement que l'affichage publicitaire soit en phase avec nos ambitions et notre place dans la société, c'est-à-dire la solution en termes de mobilité durable et pas le problème. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. J'avais oublié qu'on avait d'autres. Alors, allons-y avec M. François Meloche. Je vais pouvoir vous emporter encore. Non, mais en fait, vous avez répondu déjà à plusieurs de mes questions. C'était un peu dans le même sens. Ouais. Mais je veux juste être sûr que là, il était question ici de la campagne de publicité de l'industrie pétrole et gaz, mais vraiment la publicité automobile, je pense que doit faire partie aussi de la réflexion. Et puis, en fait, parce que moi, je vois ça comme un frein à la mobilité durable quand on se fait, quand on est exposé à de la publicité sur un autobus. C'est comme si ça cautionnait l'idée que la mobilité durable peut inclure l'automobile individuelle, l'auto solo, alors que c'est pas ça le message qu'on veut donner. Je sais que c'est pas le cas, là, mais, et puis, je vous encouragerais peut-être à faire comme après une petite recherche, j'ai vu que la TTC de Toronto a une politique qui est publique, mais qui fait référence aux normes canadiennes comme vous. Mais ils ont aussi un panel de revues. Alors, il y a une instance dans la gouvernance qui permet de réviser les cas qui ne sont pas couverts par les normes canadiennes. Parce que les normes canadiennes, il faut comprendre, c'est vraiment pour les situations extrêmes de publicité mensongère qui appellent à la violence, etc., des trucs comme ça, mais pas la cohérence avec les objectifs de mobilité durable, des trucs comme ça. Fait que vous allez devoir aller un peu plus loin, je pense, puis montrer du leadership, et puis aller plus loin que le TTC. Puis à Vancouver aussi, l'agence a aussi sa politique. Alors, je vous encourage à aller encore plus loin qu'eux. Ce que je vous dis, là, c'est qu'en toute honnêteté, là, parce qu'on avait un cadre préexistant qui nous amenait des revenus, puis la question ne s'était pas posée avant. Ouais. Donc, il n'y avait pas eu cette remise en question du cadre-là. Là, elle est en cours, puis vous amenez des éléments de réflexion, puis effectivement, les autres sociétés de transport au Canada, le balisage de ce qui se fait ailleurs fera partie de la réflexion. Mais clairement, ce que je vous dis, c'est qu'en toute honnêteté, là, moi, je suis le président du conseil d'administration de la STM. J'ai travaillé sur beaucoup de priorités, pas celle-là. Elle s'est imposée, puis on y travaille. Okay. J'espère, juste me répéter, mais j'espère que ça va inclure la notion des automobiles, pas juste la question des entreprises. J'ai bien compris ça, et c'est ce qui fait qu'on va avoir des belles discussions. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, on y va donc avec Mme Christelle Marilène Papineau. Bienvenue, bonsoir. Je vais faire suite à mes collègues ici concernant la publicité d'Alliance Nouvelle Voie sur vos installations. Moi, j'ai fait partie de celles qui ont sorti sur les médias sociaux pour dénoncer cette situation-là, d'avoir l'Alliance Nouvelle Voie sur vos installations. Bixi aussi avait ces publicités-là sur leur installation, donc ça a été dénoncé. Bixi a fait le choix de retirer, ça a pris une semaine avant qu'ils fassent le choix de retirer ces publicités-là sur leur installation, leur station Bixi. Alliance Nouvelle Voie est actuellement au bureau de la concurrence. Donc, il y a une plainte qui a été déposée, entre autres, par Greenpeace Québec, donc qui sont accusés que leur campagne, justement, qu'ils font actuellement, qui sont sur vos abribus, donc, cette campagne-là serait mensongère et serait de l'éco-blanchiment. Donc, Greenpeace a bien documenté les choses. Et moi, je me pose la question, et vraiment de façon très personnelle, d'un point de vue éthique, de responsabilité sociale de la STM, comment on peut laisser Alliance Nouvelle Voie mettre leur publicité sur vos installations, sachant très bien qu'ils sont présentement étudiés pour éco-blanchiment et pour publicité trompeuse. Et également, dans les normes de la publicité dont vous faisiez mention tantôt, il y a une clause, le 1.A, donc qui dénonce, en fait, qui mentionne que ce genre de publicité-là n'a pas sa place finalement, ou ne peut pas exister. Normalement, si vous suivez la norme, ne pourrait pas exister sur vos installations. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais comprendre un petit peu plus la réflexion que la STM a eue derrière Alliance Nouvelle Voie
pourquoi il n'y a pas eu d'action précise portée sur cette campagne-là? Pourquoi vous avez attendu la fin de la campagne? Même, il y a un représentant de la STM qui a dit que Transgesco ne voulait pas faire de la censure sur cette publicité-là. Donc, j'aimerais vous entendre un peu plus sur peut-être comment ça a été vécu de votre côté. Merci beaucoup. Merci. La question 1, la campagne est terminée. Il ne devrait plus y avoir d'affiches. Clarifions ça. Après, comme je l'ai dit, plutôt que d'aborder la question au cas par cas et de se positionner sur telle ou telle campagne, ce qu'on veut avec toute l'ambition qu'on a comme un des leaders de la mobilité durable, c'est redéfinir le cadre justement pour que nos installations reflètent l'ensemble de nos ambitions en termes de mobilité durable et en termes de développement durable. Donc, je vous donne une réponse. Vous me demandez de disséquer l'événement qui s'est passé. Moi, je vous réponds pour dire ça a provoqué une réflexion, ça a provoqué une prise de position, c'est-à-dire on revoit le cadre pour la suite, pour l'ensemble de toutes celles qui s'en viendront. Alors, c'est peut-être pas une réponse, la réponse que vous cherchiez sur comment ça s'est fait pour l'autre. Je pourrais vous donner plein d'éléments de réponse, mais ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce qu'on va de l'avant. Puis je vous l'ai dit, ça ne sera pas comment est-ce qu'on va de l'avant, c'est-à-dire on ne fera pas les choses comme on les faisait avant. Et on a donné justement un mandat à nos équipes de revoir le cadre, justement, pour remplir l'ensemble des objectifs, c'est-à-dire qu'on a un affichage avec lequel on soit à l'aise, puis que deux, on génère des revenus pour la progression du transport collectif. Donc, vous m'avez interpellé, je comprends, je ne sais pas si vous faites partie des signataires de la lettre, là. Bon, mais je suis heureux de l'entendre, puis il y aura une réponse, justement, donc on aura l'occasion de s'en reparler, justement, sur l'évolution de ce cadre-là, lorsqu'on aura statué. Parfait. Est-ce que je peux poser dans une échéance de combien de temps? C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà planifié un petit peu? Je peux poser la question, mais je n'ai pas la réponse. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y donc avec la prochaine question. Monsieur Olivier Huard. Bonjour. Bonjour, monsieur Huard. Président de Mercier Chaleur Maisonneuve. Je suis content d'avoir un camarade ici. En fait, ma collègue vient de me voler mon punch parce que je vous entendais depuis tantôt parler d'un cadre révisé et tout. Réponse très politicienne, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de protocoles, mais nous, on est très motivés, on peut venir ici souvent. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quand. Tout simplement, parce que, je veux dire, je vois un peu de contradiction. Je vois Bixi a réagi très, très rapidement dans la même situation où ils disaient eux-mêmes que la publicité était gérée par Outfront, une autre compagnie, un peu comme Transgesco. Puis, on a aussi le cas de l'ATCRS qui s'est fait bloquer sa publicité assez rapidement. Donc, je vois pas pourquoi je comprends pas pourquoi il y a autant de délais. Ou en fait, peut-être vous allez me dire que ça va être révisé dans 2 semaines. J'en serai fort aise. Mais est-ce que vous pourriez avoir plus d'informations sur les délais pour savoir qu'on puisse s'organiser dans notre mobilisation? L'expérience m'a montré, puis là, vous direz peut-être que c'est être politicien, mais l'expérience m'a montré quand je donne des délais sur lesquels je n'ai pas le plein contrôle, souvent où je suis obligé de me dédire, j'aime autant pas bullshiter puis dire ce qu'il y en est. Là, on travaille justement à évaluer les risques-là, les risques associés à la révision de ce cadre-là, les opportunités aussi, hein, parce que peut-être qu'on peut générer une plus-value sur le fait d'afficher dans ce qui est le fer de lance du transport collectif au Québec, la plus grosse société de transport au Québec, qui est la STM. Donc, on est en train de faire justement le tri de tout ça. Il y a des analyses juridiques qui sont en cours. Je ne vous donnerai pas de réponse, je ne peux pas vous donner. Merci de poser la question. Vous dites, vous pouvez revenir. C'est comme vous voulez, vous êtes toujours le bienvenu. J'espère que l'offre de services performante en transport collectif entre chez vous ici, elle est au rendez-vous, ceci dit. Alors, donc, je vous donne la réponse, je vais vous tenir au courant. Vous m'avez écrit, moi, je vais maintenir le dialogue avec vous, puis je vous tiendrai au courant de nos différentes démarches. Bon, en complémentaire, ce fameux comité-là, est-ce que nous, on peut y assister aussi pour enrichir la discussion? Bien, clairement, vous pouvez donner votre point de vue. Vous l'avez déjà fait. Si vous voulez continuer à je veux dire, le faire, public comme ici, y a-t-il ouvert au public quand il y a des discussions sur le comité dont vous parlez? Ben, nous, on est un CA qui siège en public, on rend nos décisions en public, on les vote, on prend vos questions et réagit. Donc, c'est notre instance publique, c'est la privilégiée. Comme je dis, vous êtes toujours le bienvenu. Ceci étant dit, vous m'avez écrit, je vais vous répondre, puis on va avoir un dialogue là-dessus. Merci. C'est bon, merci beaucoup.
Alors, ça fait le tour des questions présentielles. On va y aller avec les questions en virtuel. Et le nouveau presbyte, j'ai oublié mes lunettes. Est-ce qu'il y a un de mes collègues qui se porterait volontaire pour lire les questions à ma place? Oh, Madame la vice-présidente, merci beaucoup. Vous m'aidez. Le sens. Le discours de M. le Président. Donc, la première question, une question de M. Thomas Cardinal-Sirois. Bonjour à vous tous. Hier, j'ai aperçu un Novabus électrique à grande autonomie avec un livery Novabus au coin de Parc et Mont-Royal. Est-ce que c'est l'un des 339 bus commandés récemment? Bref, est-ce que la STM a reçu un ou des bus de la grande commande? Et si oui, est-ce que des tests sont en cours? Pour nous répondre, M. Sébastien Fecteau, directeur exploitation, planification et entretien, par intérim. Merci, M. Cardinal-Sirois, pour votre question. Donc, en réponse, non, ce n'est pas un véhicule STM. Et pour votre information, les premiers véhicules du nouveau contrat arriveront en 2025. Alors, la deuxième question, M. Hammer Manseur. Monsieur, Madame, la STM a permis un projet pilote permettant les chiens de compagnie dans le métro. Cela m'a permis de mener mes activités en transport en commun plutôt qu'en voiture. Donc, ici, en fait, il y a 3 questions. La première question, y a-t-il un plan pour pérenniser le projet pilote dans les règlements de la STM? Peut-être je vais y aller en rafale. Y a-t-il un plan pour étendre l'initiative aux autobus? Et la dernière, on se permet ici une petite fantaisie. Le REM a le même projet pilote. La STM pourrait-elle intervenir au sein de la RTM pour convaincre EXO de permettre les chiens de compagnie dans nos trains de banlieue? Merci. Pour répondre en ligne, M. David Chagnon, directeur exploitation des stations. M. Chagnon, vous êtes bien là? Oui, je suis bien là. Vous nous suivez assidûment? Oui, passionnément. Parfait, on vous écoute. Donc, merci, M. Manseur, pour votre question. Dans un premier temps, je suis bien heureux de constater que le projet pilote, ça vous permet de mener vos activités en transport en commun au détriment de la voiture. C'est vraiment l'objectif visé par ce projet-là. Le projet pilote va se terminer le 15 novembre 2023, en fait. Si le bilan est positif et qu'il n'y a aucun incident qui se produit d'ici là, un incident majeur évidemment, la STM va pérenniser le projet pilote. Pour votre deuxième question, pour le volet autobus, c'est un petit peu plus complexe compte tenu de la capacité de l'autobus. On est aussi limité dans l'espace. Il y a tout de même une étude qui est en cours, puis on prévoit déposer une recommandation d'ici la fin de l'année. Pour votre dernière question, on est en lien avec la RTM et les partenaires métropolitains qui suivent de près l'évolution du projet pilote. Puis il est prévu de représenter le bilan du projet pilote à la fin. Puis qu'est-ce qui se dessine après ça? C'est un post-projet pilote dans un souci de juste équilibre entre un parcours client qui est uniforme dans tous les réseaux et aussi pour s'assurer de respecter les normes de sécurité des différents réseaux, évidemment. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. On va y aller avec la prochaine question. Madame la vice-présidente, prenez votre souffle. Je suis pas capable de lire, mais je vois qu'elle... Je n'avais pas vu le réconverso. Donc, Madame Sophie Terrien. Bonjour, je vous écris concernant la situation du transport pour les résidents du secteur du Golfe. J'avais écrit aux membres du conseil de la STM pour prévenir l'impact majeur qu'aurait cette refonte sur nos familles. Les impacts sont maintenant concrets et les mécontents nombreux. La qualité du service pour se rendre au Vieux-Montréal, à la station McGill et à Griffintown est inacceptable. Les impacts sur ma famille sont grands. Le trajet vers mon travail dans le Vieux-Montréal est passé de 23 minutes à 45 minutes. Mes ados qui prenaient la 168 auparavant doivent maintenant faire le détour vers Verdun avec la 12 qui est plus fréquente de 20 à 30 minutes pour se rendre à leurs écoles et chez leurs pères, car c'est le seul transport qui mène à la ligne verte de notre secteur. Le trajet vers le bus REM Métro est encore plus long. Il comporte aussi beaucoup de marches pour des jeunes avec de lourds sacs à dos. Les autobus ne respectent pas leurs horaires, ce qui crée beaucoup d'anxiété à ma plus jeune, étant donné le long délai entre chacun.
Je dois maintenant reconduire mes ados en voiture le soir ou la fin de semaine, car le trajet en transport en commun est interminable. Ce n'est pas que nous ne sommes pas adaptables, ce sont les services qui ne sont pas adaptés. Pourquoi ne pas avoir attendu l'arrivée de la station Rem McGill et Griffintown pour abolir la 168 chemin du Golfe? Et que comptez-vous faire pour améliorer notre service entre-temps? Merci. Pour répondre, M. Tremblay. Alors, bonsoir, madame. Merci pour votre question. Comme on l'a soulevé ce soir, ça fait, en fait, l'enjeu que vous soulevez fait partie des problématiques les plus importantes soulevées, les commentaires recueillis, bon, les différents témoignages et les données qu'on a recueillies. D'ailleurs, ça converge, donc ça fait partie des scénarios qui sont à l'étude présentement pour tenter de bonifier le plus rapidement qu'on va pouvoir la desserte. Donc, je vous remercie de votre question pour on travaille fort là-dessus. Bonne soirée. Merci pour la dernière question par Internet. Oui, la dernière question de Mme Sophia Nadeau. Depuis la rentrée scolaire, mes bus arrivent toujours au moins 5 minutes en retard, la 68 et la 468. Est-ce normal? Première question. Et de plus, j'ai deux choix de bus, soit le 68 ou le 468 pour aller de Gouin-Sainte-Suzanne à Pierrefonds-Paiement. Les deux bus arrivent toujours en même temps. Est-ce que ce serait possible de décaler les départs pour avoir un bus à chaque 15 minutes et non pas à chaque 30 minutes? M. Tremblay finit à 19h, il est 18h58, donc une dernière, M. Tremblay. Mais il y en a deux, en fait. Donc, bonsoir. Alors, pour la première question, à la question à savoir est-ce que c'est normal, il y a plusieurs endroits dans le réseau, quand on arrive au début de septembre, il y a plein d'adaptations, des comportements routiers, des utilisateurs, de nos chauffeurs, de notre service, on change les horaires. Donc, c'est normal souvent qu'il y ait des enjeux. Par contre, dans ce cas précis-là, ce que je comprends de la situation, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par nos équipes planification, opération avec la ville parce qu'il y a eu des chantiers dans le secteur et des détours, ce qui cause notamment des retards. Donc, d'une part, on connaît cette situation-là. D'autre part, on a les temps de parcours de chaque autobus. On va pouvoir analyser la situation. Il y a aussi mes collègues des opérations qui soulignaient qu'avec le centre de contrôle bus, mais qui travaillaient pour essayer de minimiser les impacts présentement au-delà des travaux qu'on a fait avec la ville. Donc, on va analyser encore plus la situation puis on va voir s'il y a des actions à poser pour les prochains horaires. Quant à la synchronisation ou l'intercalage des deux lignes, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qu'on regarde souvent dans notre réseau parce que souvent à peu de coûts, voire pas du tout de coûts, on est capable d'améliorer l'offre globalement pour la population, surtout quand deux lignes font un grand tronçon commun. C'est le cas des lignes. C'est une excellente question que vous posez. D'ailleurs, une éminente collègue de la STM me l'a posé il n'y a pas si longtemps. Mes équipes sont au courant de ça. On va regarder la situation. Par contre, il faut juste voir que d'intercaler parfaitement deux lignes, ce n'est pas toujours possible parce que des fois, ils n'ont pas le même temps de parcours ou les intervalles ne sont pas multiples. Je ne vais pas faire de mathématiques ce soir, mais par contre, dans le cas qui nous occupe, il y a sûrement quelque chose à faire pour améliorer la situation, puis les équipes, ils vont le regarder, puis on va essayer d'améliorer avec des bonifications pour vous et pour plusieurs citoyens du secteur de Pierrefonds. Alors, merci pour votre question très pertinente et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Je vais reprendre le relais parce que l'ordre du jour est imprimé plus gros pour le parti, donc je vais être correct et je devrais le voir à l'écran. Je remercie tous les gens qui se sont déplacés pour poser des questions, ceux qui nous ont envoyé des questions par Internet. Je remercie les équipes de la STM qui sont ici mobilisées pour vous répondre. Et donc, allons-y avec l'adoption de l'ordre du jour. Premier point, article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. C'est proposé par Mme Lacroix-Perron, appuyé par M. Battaucci et c'est adopté. À l'article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 5 juillet 2023. C'est proposé par Mme Morancy, appuyé par Mme Larreau et c'est adopté. À la rubrique 3,
Un article 3.1 adjugé à Copicom Solutions Inc. un contrat pour le support et l'entretien du parc d'imprimantes multifonctionnelles Kyocera au coût total de 1 069 526,19. C'est proposé par M. Ouellet, appuyé par M. Batauchi et c'est adopté. À la rubrique 4, un seul article, octroyer à Oracle Canada ULC des contrats pour les services de support et entretien des licences Oracle pour un coût total de 529 085. C'est proposé par M. De Souza, appuyé par M. Batauchi et c'est adopté. En 5.1, à la rubrique 5, adjuger à Humance Inc. un contrat pour les services professionnels pour l'évaluation de potentiel pour un coût total de 966 364 et 88, c'est proposé par Mme Katawa, appuyé par Mme Parent, et c'est adopté. À la rubrique 6, aucun article ce soir. On passe donc à la rubrique 7, où on a en 7 points la modification du parcours de la ligne 747, c'est proposé par Mme Morancy, appuyé par Mme Larreau, et c'est adopté. Pas de point à la rubrique 8, à la rubrique 9. En 9.1, modification à l'autorisation des emprunts par marge de crédit auprès de Financement Québec. C'est proposé par Mme Lacroix-Perron, appuyé par Mme Katawa, et c'est donc adopté. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 6 septembre 2023. Merci beaucoup et bonne soirée.